Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un retour d'expérience sur un incident de sécurité qui a eu lieu au CHU de Brest avec Jean-Sylvain Chavannes. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar. Bonjour. Alors, Jean-Sylvain, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui. Alors, je m'appelle Jean-Sylvain Chavannes, j'ai 35 ans, j'ai commencé la cybersécurité à l'Annecy, où j'y ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans. Après, j'ai rejoint une société de cybersécurité pendant quelques temps, et depuis 2 ans, plus de 2 ans et demi même, je suis le RSSI, donc du CHU de Brest, et alors du GHT, le groupement hospitalier de territoire de Bretagne occidentale, qui regroupe les 7 établissements du Nord Finistère. Alors Jean-Sylvain, comment est-ce que vous avez découvert que quelque chose n'allait pas ? Alors le jeudi 9 mars, aux alentours de 20h50, je vois mon téléphone professionnel qui commence à sonner. Je me dis que c'est jamais vraiment une bonne chose, mais je prends la décision de décrocher. Et là, c'est l'Annecy que j'ai au téléphone, donc ça rassure encore moins. Et c'est à 9h50 du matin ou du soir ? Non, à 20h50. Ah, 20h50. Oula, excuse-moi, je n'avais pas suivi. 20h50. Et donc là, c'est l'Annecy au téléphone qui me dit que probablement le centre hospitalier réalise des requêtes vers un serveur qui est identifié comme étant un serveur d'attaquant. Et pour agrémenter cette alerte, l'Annecy me donne 2 informations, alors l'adresse IP évidemment, et puis une information qui m'a tout de suite fait tiquer, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, pour l'Annecy, ça voulait rien dire. Mais pour moi, c'était tout de suite identifié comme étant un matricule d'utilisateur interne au CHU. Et lorsqu'on a ces 2 identifiants-là, je me dis, il faut absolument que je vérifie tout de suite la véracité de l'alerte. Donc je me connecte aux équipements de sécurité, en l'occurrence le pare-feu, pour vérifier les éventuelles connexions. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a 2 serveurs qui communiquent avec ce serveur-là. Je prends la décision du coup d'alerter la DSI pour justement mener d'autres investigations. On passe les différents coups de fil. Il se trouve que la directrice de garde du centre hospitalier, c'était la directrice de la transformation numérique. Donc tout de suite, l'alerte a été comprise. Et en plus, je vérifie sur l'EDR, et sur l'EDR, je vois des choses avec marqué Mimikatz, Cobalt Strike. Alors forcément, là, tout de suite, ça lève une haute alerte chez moi. Et pour bien comprendre, Jean-Sylvain, donc c'est l'Annecy qui t'a appelé. Ils avaient des sondes quelque part. Est-ce que du coup, ils avaient hijacké le domaine qui était justement potentiellement malicieuse ? Comment ils en sont arrivés du coup à savoir qu'il y avait cette problématique et comment... Ils ont eux-mêmes été alertés par un réseau de partenaires. Voilà. C'est l'information que j'ai eue, et je pense ça ira pas plus loin. Mais pour moi, ça a été très rassurant. Ça a été très rassurant parce que, effectivement, au fur et à mesure où on se rend compte que, oui, on a une alerte, qu'on arrive à élever sa criticité assez fort quand on voit du Mimikatz et du Cobalt Strike, on se pose pas 2 fois la question. On se dit tout de suite, c'est une alerte critique. On convoque effectivement une mini-cellule de crise entre la DSI, la directrice de garde, et puis moi, le RSSI. Et puis, on remonte les différentes investigations très rapides. Il y avait que le pare-feu et l'EDR à ce moment-là, à l'Annecy. Et là, l'Annecy nous dit tout de suite, clairement, on part en cellule de crise. Il faut contacter les différentes autorités, donc notamment au sein de l'hôpital, donc directrice générale, puis président de la commission médicale d'établissement, qui représente les médecins, pour justement prendre les premières décisions. Et finalement, la décision la plus radicale a été prise, vers 22h30, de couper le CHU d'Internet à ce moment-là. Ce qui n'était pas une décision anodine à prendre, parce qu'on se dit tout de suite que l'imagerie va être impactée, que les résultats de biologie vont être impactés, qu'il y a des impacts pas forcément maîtrisés sur des services critiques, comme par exemple le SAMU, etc., etc. Donc ça a été pour nous un branle-bas de combat qu'on a mis très rapidement en place la première nuit du jeudi 9 mars. Et justement, tu parles de ça, je suis curieux.
vous avez une sorte de cartographie un petit peu qui vous dit, si finalement on débranche d'Internet direct tout un CHU, voilà ce que ça implique? Alors non, on n'a pas cette cartographie-là, on aimerait bien l'avoir, mais en réalité c'est une multitude d'interconnexions dans tous les sens. Ça va effectivement du SAMU jusqu'aux barrières de péage du CHU. Donc il faut réussir à avoir cette cartographie exhaustive qui est colossale et pour lequel on savait qu'il allait avoir des impacts, on en avait identifié quelques-uns, mais pas tous, et on a découvert des effets de bord au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, dès le soir même, ce qu'on a décidé, en fait, dès qu'on a eu l'alerte, c'est après de composer 3 mini-cellules de crise. Il y avait une première cellule de crise qui était chargée de mener des investigations sur les traces que l'on avait, donc de réaliser les fameux ORC de l'ANSSI qu'on nous demande de faire sur les différents serveurs impactés, puisqu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de la soirée qu'il y en avait plusieurs, qu'il n'y en avait pas que 2, sur cette fameuse ferme RDS. Une cellule de crise qui était dédiée à l'Active Directory. Est-ce que les attaquants avaient réussi à prendre la main ou pas sur l'Active Directory? Et puis une autre cellule de crise, cette fois composée avec les métiers, de quels seraient les impacts métiers d'une coupure d'Internet, et derrière d'identifier les impacts métiers et les procédures dégradées à mettre en place dès le lendemain, parce qu'on savait que la garde, en gros, prenait sa relève à 6h45 et qu'il fallait que pour 6h45, on puisse donner les premiers éléments. Alors, tu parles beaucoup de l'ANSSI, mais qui sont ces gens qui étaient dans la cellule de crise? Est-ce que vous avez immédiatement fait appel à des prestataires? Est-ce que vous avez été aiguillé chez des tiers? Ou est-ce que l'ANSSI a débarqué en hélicoptère Non, ils n'ont pas débarqué. Ils n'ont même pas voulu venir jusqu'à Brest. Non, mais on peut tout faire à distance. Mais voilà, on a fonctionné en remote. Et en fait, dès le soir, en fait, vers 22h30, quand on a pris la décision de couper Internet, j'ai fait appel à un prestataire de réponse à incident que j'ai préalerté et qui m'a dit qu'il se tenait à disposition dès le lendemain matin, 8h, pour commencer à travailler. De toute façon, on était en train de réaliser les différents orcs. Et en fait, vu qu'on était sur une ferme RDS, il y avait plusieurs serveurs, quasiment une vingtaine, et faire les orcs sur ces vingtaines de serveurs-là, ça prend du temps. Alors, et faire des orcs, ça fait plusieurs fois que tu utilises. Oui, pardon. Est-ce que tu peux expliciter? C'est un logiciel de l'ANSSI qui est disponible sur leur GitHub et qui permet en fait de faire des relevés de traces sur un serveur ou un poste de travail que derrière on va traiter et investiguer en local. On a enregistré un épisode sur Defear Orc, c'est notre épisode numéro 252 pour les auditeurs qui veulent le réécouter. En tant qu'établissement de santé, tu fais pas appel au... Enfin, il y a l'agence du numérique en santé avec le CERT Santé. Et ce L'ARS, l'autorité régionale de santé. Alors, effectivement, on en fait beaucoup, là. Ok. Ouais, il y a eu différentes strates, et c'est un peu aussi la complexité de ce type de crise, c'est qu'on a une multitude d'acteurs qui nous demandent quasiment tous la même chose. Donc, il faut qu'on réussisse à identifier des silos bien clairs, et à partir du moment où l'ANSSI, en fait, a été saisi de cet incident-là, le CERT Santé, l'ANS, se réfère à l'ANSSI et non pas directement à l'établissement de santé. Donc, ça évite les doubles discours. Ok. Donc là, comme c'est l'ANSSI qui a créé l'alerte, t'étais en direct avec l'ANSSI et c'était simple. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANSSI en fait nous a accompagnés quasiment jusqu'à 3h du matin, si ma mémoire est bonne, la première nuit, sur notamment les investigations liées à la compromission de l'Active Directory et au renforcement de l'Active Directory pour justement essayer de sauvegarder ce qui pouvait l'être si l'attaquant avait eu la main dessus. Bon, ce qui au final n'a pas été le cas, mais on a été accompagné par 2 agents de l'ANSSI, donc sur une fameuse petite cellule de crise avec 2 administrateurs système de notre côté qui renforçaient toutes les configurations sur notre Active Directory. Mais comment ils peuvent continuer à vous aider si Internet est coupé? Alors, on fonctionnait avec des téléphones. En fait, on avait un pont téléphonique. Donc, c'était surtout des ponts téléphoniques qu'on faisait. Et si besoin était, on passait par des connexions perso, sur des postes perso. Évidemment, il n'y avait aucune connexion sur les PC du CHU à ce moment-là. Donc, voilà, on a mis en place donc, ces 3 mini-cellules de crise-là. On a travaillé jusqu'à assez tard. Et dès 6h du matin, on s'est retrouvé cette fois en fonctionnement un peu différent où il y avait 2 grosses cellules de crise, une cellule de crise institutionnelle dans laquelle j'étais pour justement faire le point avec la direction générale et le président de la commission médicale d'établissement qui est donc un médecin pour justement dire que c'est une cyberattaque. On a pris le choix de le dire dès le début et pas de parler d'incident numérique, d'incident de production. Donc c'était une cyberattaque, que la connexion était coupée
et qu'il fallait qu'on recense tous les impacts métiers afin de trouver des modes de fonctionnement dégradés pour les métiers. Donc je prends l'exemple, par exemple, de l'imagerie médicale, comment on passe des commandes d'imagerie médicale, des prescriptions d'imagerie médicale, eh bien on va réutiliser les fax, par exemple. Donc on a dû ressortir plein de fax, on a même fait un DDoS sur un fax, tellement on faisait de demandes, mais c'était, on a ressorti les fax, c'est ce qui nous a un peu sauvés pendant les 7 premiers jours. Ensuite, on a essayé de prioriser en fait les impacts métiers, parce que c'était la complexité de se dire, tout d'un coup, il y a plein de services de soins qui viennent vous dire, moi je suis impacté par ce service, et j'ai des patients, j'ai des services qui me demandent plein de biologie médicale, par exemple, comment je vais y répondre? Donc ça, c'était cette cellule de crise-là qui était chargée de prioriser les impacts, et ensuite, à la cellule de crise technique de la DSI, de mettre en place les procédures, on va dire dégradées, pour justement essayer de fonctionner le mieux possible. Donc là, pour bien comprendre, la cellule de crise un peu institutionnelle, on va dire, était là finalement pour assesser, d'un point de vue incident management, dire ça, c'est vraiment une P1, ça c'est une P2, ça exactement. c'est une P3, et puis ce truc-là, ça pourra attendre après la gestion de crise. Tout à fait, et d'assumer ce choix derrière. Et d'assumer ce choix que, par exemple, le fait que le logiciel de brancardage soit impacté, eh bien ça pouvait engorger les services qui ne souhaitaient plus faire de sortie de patients, et donc au final on avait des risques d'engorgement, ce qui n'était pas négligeable pour l'établissement. Et donc on a mis ça en priorité number one par rapport à d'autres choses, comme par exemple la messagerie électronique des pilotes d'hélicoptères du SAMU. Voilà. Donc il fallait réussir à prioriser certains choix et à les tenir, et aussi à tenir la cellule de crise technique un petit peu à l'écart de ce qui pouvait se tramer, pour pas qu'ils ne soient perturbés dans leur remédiation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu reviens souvent sur les tenir. Ce que je comprends, c'est que dans le temps, puis typiquement une P3 pouvait se transformer en P2, P1 d'un point de vue métier. Et du coup, c'était, est-ce que vous la requalifiez à ce moment-là, ou oui, alors finalement, ouais. On a essayé d'anticiper ces P3 qui pouvaient devenir des P1, comme par exemple la pharmacie qui nous dit qu'aujourd'hui ne peuvent plus passer de commandes de principes actifs, mais qu'ils ont assez de principes actifs pour les 10 prochains jours. Donc on se dit, pendant les 10 prochains jours, c'est une P3. Par contre, au bout de 10 jours, ça deviendra une P1, parce que là, s'il n'y a pas de principes actifs, ça peut devenir très problématique. Donc, on essaie d'anticiper ces risques-là. Maintenant, effectivement, parfois, on a des effets de bord, comme un truc tout bête, mais on a notre logiciel qu'on appelle le dossier patient informatisé, dans lequel tout est enregistré, qui est notre grosse base de données médicale, qui est en local. Donc on se dit en local, si on coupe Internet, tout va bien. Et au final, on s'est dit, c'est pas qu'on s'est dit, c'est que tous les services de soins nous ont remonté le fait que dès le lundi matin, c'était d'une lenteur impossible, qu'ils n'arrivaient plus à ouvrir les dossiers de patients et qu'il y avait un problème. Donc finalement, on a dû requalifier l'investigation autour de ce dossier patient informatisé. On s'est rendu compte que c'est juste parce que ils ne pouvaient pas consulter les CRL de Sectigo, et que forcément il fallait qu'on réactive ce flux-là. Et finalement c'était un quick win, c'est-à-dire qu'en 5 minutes on a réussi à enlever toutes les lenteurs, et donc cette fameuse P2, P3 qui est devenue une P1 et qui finalement a été traitée assez rapidement. Mais l'objectif c'était que le canal des demandes soit unique, et qu'il n'y ait pas plusieurs demandes qui viennent phagocyter en fait une cellule de crise technique. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur Coupé, qui a été en fait ouais. Au départ, il y avait quasiment pas d'impact. Vous voyez 2 serveurs qui communiquent avec une machine d'attaquant. Donc comment est-ce qu'on prend la décision de dire là, je vais rentrer dans une phase dure dans laquelle il va y avoir des impacts, alors que pour l'instant, il y en a pas encore? On prend cette décision un peu aidé sur le conseil de l'ANSSI, lorsqu'on a échangé sur le fait que il y avait plusieurs traces de Mimikatz et de Cobalt Strike déjà implémentées sur plusieurs serveurs du CHU. Et donc par rapport à ça, il y avait une crainte assez forte que l'Active Directory soit compromis, et que donc l'attaque puisse aller très très vite derrière. Donc ça a été un choix en disant, on préfère tout de suite couper Internet et de se dire, on va essayer justement de garder le système d'information en place et de ne pas avoir d'impact trop important, comme il y a pu avoir à Corbeil-Essonnes ou au centre hospitalier de Versailles cet été, où eux, tout a été perdu. Ils n'avaient plus d'imagerie médicale, plus de biologie médicale. Pour faire fonctionner les services sans aucun logiciel, c'est très compliqué. Alors que nous, on savait qu'on avait encore ce fonctionnement interne. Donc on voulait absolument sauvegarder cela,
Et donc, le meilleur moyen, c'était de couper l'herbe sous le pied de l'attaquant et donc de couper la connexion Internet. C'était un choix d'architecture que vous aviez fait sciemment, ou c'est un héritage d'une architecture qui était existante ? C'était surtout un choix sur lequel on s'était déjà préparé à la suite des différents événements qui ont touché les centres hospitaliers précédemment. On savait que la coupure d'Internet, c'était quelque chose qui était à préparer et qui pouvait effectivement éviter un incident trop large. Et pour revenir sur l'attaquant, est-ce qu'on était sur, on va dire, une sorte de robot qui scannait et essayait de compromettre de manière automatique ? Est-ce qu'on était sur finalement vraiment des personnes derrière malveillantes ? Non, Vous avez vraiment coupé l'herbe sous le pied ? Ce sont Alors, on a mené effectivement des investigations et puis on s'est rendu compte que c'était des personnes malveillantes qui étaient venues sur notre système d'information, qui avaient usurpé l'identité d'un de nos professionnels de santé en se connectant sur notre système et en déposant des charges actives que l'on a retrouvées par la suite. Et donc, en faisant un peu de carving, on a même réussi à retrouver certains codes sources qui avaient été déposés. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que les attaquants avaient essayé d'utiliser plein de vulnérabilités, donc du Bright Nightmare, du Blue Keep. On a retrouvé aussi tout un kit d'exploitation d'ailleurs de Bright Nightmare sur notre machine. On a retrouvé également, et ça c'est plus intéressant, des traces de Pink Castle qui avaient été réalisées sur notre système, des traces de NetScan qui avaient été utilisées. Et donc on a justement pu comprendre que l'attaquant avait déjà eu la main sur notre système d'information, et cela bien avant le 9 mars. On a retrouvé des traces dès le 21 février de plusieurs types de connexions, d'un système de reconnaissance, et puis et derrière, on s'est bien rendu compte que c'était des personnes qui derrière essayaient d'élever leurs privilèges sur nos serveurs qui étaient exposés sur Internet. Donc on était vraiment dans une... Heureusement qu'ils n'allaient pas trop vite alors, parce que 21 février, 9 mars... Oui. Alors 21 février, ils ont surtout fait des actions de reconnaissance sur notre système. Ils avaient leur Pink Castle qui avait été fait, ils avaient leur NetScan, donc ils savaient globalement les ports qui étaient ouverts sur ces machines. Des renvois, ils ont testé quelques rebonds, mais c'était surtout des actions de reconnaissance. Le 26 février, ils ont vraiment déposé quelques charges actives, mais qui n'ont pas fonctionné. Et ensuite, ça a été le 9 mars, et là, ils ont déposé des charges actives qui ont été repérées aussi par l'EDR. Chose que je n'ai pas dit effectivement précédemment, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait eu des incidents le 21 février et le 26 février, mais l'EDR n'avait pas été installé encore sur ces serveurs-là à cette date-là. Par exemple, au 21 février, l'EDR a été installé le 23 février, donc 2 jours après. Ça c'est trop la malchance. C'est de la malchance. Et ce qui se passe, c'est que le 9 mars avait été repéré vite par l'EDR, donc c'est pour ça que quand on a vu Mimikatz et Cobalt Strike... Donc en fait, si tu n'avais pas eu l'appel de la NSSI, tu avais l'alerte le lendemain matin. Probablement j'aurais eu l'alerte parce que les systèmes sont inopérants. Ah, je comprends pas. C'est-à-dire que l'EDR ne t'aurait pas prévenu à temps ? Si, l'EDR avait prévenu. On avait les traces, mais si on les avait laissés plus de temps, on pense qu'ils auraient probablement réussi au final à élever leurs privilèges et à compromettre le système d'information. Et dans ce cas-là, c'est plus complexe. Ah, ce que tu veux dire, c'est que l'appel à 20h50, il a fait toute la différence. Je pense qu'il a fait toute la différence. Surtout quand on sait qu'une des payloads qu'ils ont utilisées était tout à fait fonctionnelle. Elle fonctionnait. Elle n'a juste pas fonctionné parce que un argument n'a pas été passé dans la commande. Donc ils avaient réussi à escalader leurs privilèges. Alors non, ils n'ont pas réussi à le faire justement. Non, ils n'ont pas eu le temps là. Ils n'ont pas eu le temps. Ils avaient potentiellement réussi, c'est juste qu'ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils avaient potentiellement les outils pour le faire, mais effectivement, ça a été un peu complexe. Et pour revenir, j'ai peut-être loupé, mais quel était le vecteur d'attaque initial ? Comment est-ce qu'ils sont arrivés du coup à rentrer ? En fait, ils ont réussi à rentrer sur une ferme RDS qu'on expose sur Internet, qui permet la publication d'applications à distance. Il faut savoir que dans un CHU... Oui, mais tu as dit ils ont usurpé le compte d'un utilisateur légitime. Exactement. Est-ce que l'investigation numérique a permis d'indiquer comment ce compte avait-il été usurpé ? Alors, c'est intéressant cette question, parce que ça va pas de soi. C'est-à-dire que, pour revenir sur le contexte, on a effectivement une ferme RDS sur laquelle on publie des applications de santé, sur lequel nos internes en médecine, se connectent régulièrement, mais aussi les médecins de garde, enfin bref, beaucoup de professionnels de santé se connectent pour pouvoir travailler de chez eux sur des postes personnels.
Et il se trouve que, effectivement, il y a eu une usurpation d'identité d'un professionnel de santé du CHU. Et quand on a demandé si on pouvait investiguer sur son poste personnel pour essayer de connaître et de refaire toute la chaîne d'attaque, eh bien, ça ne va pas de soi. Parce que j'avais aucune légitimité à demander d'analyser sur le poste personnel du professionnel en question. Et finalement, en discutant un peu et en expliquant le fait qu'on ne voulait pas punir la personne, parce que c'est ce dont elle avait peur, elle se disait, mais attendez, le CHU va me poursuivre si ça vient de moi, etc., etc. Donc elle avait excessivement peur. Donc il a fallu rassurer derrière pour dire que non, c'était pour mener des investigations et pour comprendre la chaîne d'attaque. Et au final, en investiguant, puisqu'on a pu le faire, on s'est rendu compte que très probablement, il y avait un info-stealer sur son poste qui a permis effectivement l'exfiltration d'identifiants mot de passe à ce moment-là. Mais c'est vachement important, parce qu'aujourd'hui, les gens ne réalisent pas à quel point l'attaquant, il attaque personnellement les individus pour ensuite entrer dans l'entreprise. Exactement. Et moi, j'ai une question. Vous avez beaucoup de professionnels de santé qui se connectent à votre système d'information à partir de leur poste perso? Parce que moi, si je dis ça en ma qualité d'avocat, tout le monde va me déchirer, hein, comme d'habitude. Oui, on en a. Alors, il faut, encore une fois, c'est justement essayer de comprendre les différents usages métiers et le système d'information qui adosse ces fameuses valeurs métiers-là. Par exemple, un sujet que je connais bien, les internes, quand ils travaillent leur thèse, ils ne la travaillent pas forcément au CHU. Ils peuvent la travailler à distance, quand ils sont dans des échanges inter-CHU, par exemple, ou quand ils sont en déplacement, etc. Donc, c'est vraiment, pour eux, une nécessité. Et puis, si on prend les médecins de garde qui ont besoin de consulter de l'imagerie médicale pour un avis à 2h du matin, on n'a pas forcément envie de prendre sa voiture et de venir au CHU. Donc, ils peuvent consulter ces imageries médicales à distance. Là où on pourrait améliorer la chose, c'est en mettant un double facteur d'authentification. C'était un peu le sens de la question que j'allais poser, c'est ok, vous avez détecté l'incident, vous avez fait la remédiation, etc. Mais du coup, quelles sont les mesures à long terme qui permettent d'éviter que ça se reproduise? Parce que est-ce que vous avez demandé à tous les gens de la YubiKey pour se connecter sur la firme RDS, des choses comme ça ou... Non. Alors déjà, on a tout de suite un des choix qui a été fait à la suite de l'incident, c'est de ne rouvrir que des services de confiance. C'est-à-dire qu'on ne rouvre pas des applications sur Internet qui sont sur des serveurs obsolètes, par exemple. On ne rouvre pas des applications sur Internet qui sont sans double authentification, etc., etc. Donc ça, on met en place justement ce mécanisme de sécurité-là. Et toutes les applications qui aujourd'hui sont exposées ont de la double authentification. Par contre, ça veut dire que c'est un changement de mode opératoire total pour les professionnels de santé. Et il va falloir justement comprendre que maintenant, on se connecte avec un ordinateur portable qui possède soit un certificat, soit une carte à puce, soit une clé USB, pour ensuite se connecter à des applications métiers du CHU. C'est pas quelque chose qui allait de soi jusqu'au 9 mars. Donc on est en train de mettre en place ces différents mécanismes de sécurité, et justement, maintenant on met de la double authentification sur l'ensemble de nos services extérieurs. Et d'autant que la double authentification, c'est pas magique, puisque maintenant ce que font les attaquants, c'est qu'ils vont voler les cookies de session. Ce qui était déjà le cas il y a quelques années, quand Electronic Arts s'était fait avoir, c'était un cookie de session qui avait été volé dans les navigateurs d'un poste utilisateur et qui avait des accès très privilégiés sur plein de choses, comme par exemple le GitHub, des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, on réduit drastiquement l'usage des ordinateurs personnels pour se connecter aux infrastructures du CHU, et on met à disposition de plus en plus d'ordinateurs portables sur lesquels le VPN est obligatoire, pas facultatif, et qui permet justement de se connecter sur les infrastructures du CHU de manière maîtrisée aujourd'hui. Et tout cela, ça a un coût qu'il a fallu assumer. C'est ça. Donc si c'est le CHU qui fournit des portables, ça veut dire un budget supplémentaire pour fournir des ordis qui se connectent de manière sécurisée à un réseau complexe. On change un peu le paradigme aussi de la gestion des systèmes d'information au sein d'un centre hospitalier. Et finalement, en t'écoutant, c'est vrai que ça semble quand même s'être, relativement bien passé. Est-ce qu'il y aurait des choses, finalement, avec le stress de la crise, etc., est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient pu être mieux faites? Il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Il y a des choses comme par exemple des choses techniques, comme le fait de s'entraîner à faire des relevés de journaux. Ça semble tout bête, mais en fait on s'est rendu compte qu'on a perdu un temps monstrueux ne sachant pas où étaient stockés les logs, les journaux d'une ferme RDS. Ça semble tout bête,
mais on a perdu un temps monstre en matière d'investigation et donc derrière de reprise d'activité. On a également à améliorer notre communication. Alors, pas forcément la communication qu'on a eue autour, notamment la communication numérique, mais c'est surtout la communication physique qui a posé problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué physiquement dans les lieux d'un centre hospitalier sur le fait que nous étions sous un incident numérique, qu'on avait vécu une cyberattaque. Donc, forcément, quand les patients venaient, et ils ne lisent pas tous la presse locale, ils s'attendaient à pouvoir prendre leur rendez-vous en ligne, repartir avec leur imagerie médicale, avec le code pour consulter la biologie, etc. etc. Et donc, les patients venaient, et puis finalement, il y avait une sorte de pression qui montait un petit peu sur les secrétaires médicales, qui sont en première ligne, sur le fait on ne rend pas tous les services qu'on devrait rendre. Mais d'habitude, moi, j'ai publié un jour une photo de la poste à côté de chez moi. Il y avait un énorme panneau expliquant que aucune auto-opération était possible aujourd'hui. Oui. Donc évidemment, j'ai pris en photo le panneau et j'ai fait un tweet. J'ai jamais fait un tweet qui a eu autant de succès. Donc il n'y avait pas ce genre de panneau ? Non, il n'y avait pas ce genre de panneau. Et c'est effectivement... En fait, on en a parlé le vendredi 10. Je m'en souviens très bien. On s'est dit, il faut qu'on communique dessus physiquement. On en a parlé le vendredi 10 et puis on a oublié. Et on a oublié, puis en fait, ça a continué comme cela, jusqu'au moment où on nous a remonté, je crois que c'était en quasiment 7 jours après, le fait que certains patients se plaignaient, que les secrétaires médicales en avaient marre de toujours répondre aux mêmes questions, et finalement on s'est rendu compte que dans les locaux, rien ne le montrait. Mais c'est pas si évident dans le sens où les logiciels métiers fonctionnaient en vase clos. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas ce lien avec Internet qui nous permettait, par exemple, d'ouvrir, d'avoir une messagerie électronique qui fonctionnait, donc les patients ne pouvaient pas nous envoyer une mail, etc., etc. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rassuré sur le fait que les attaquants ont été éradiqués du réseau et que vous remettez la connexion en place ? Alors, il y a 2 choses qui nous ont permis de le faire. La première chose, c'est le fait de prendre la décision de ne rouvrir que les systèmes d'information qui sur Internet qui sont aujourd'hui migrés vers des infrastructures non obsolètes. Ça déjà, c'était une première chose qui était une demande de l'ANSSI qu'on fasse. Et la deuxième chose, c'était d'avoir l'EDR qui était déployé sur 100% du parc poste de travail et des serveurs et qui justement avait une supervision sur les différentes activités du centre hospitalier et une éventuelle résurgence d'une charge active que l'on n'aurait pas détectée. Donc là, on a été aidé par notre prestataire de réponse à incident, par l'ANSSI, qui continuait de mener des investigations également de son côté, en parallèle du prestataire de réponse à incident, et notre prestataire de supervision, puisqu'on a aussi un prestataire de supervision de l'EDR managé, qui justement, lui a mené aussi des investigations de son côté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de nouvelles charges actives qui se déployaient sur le réseau. Donc une fois qu'on avait retrouvé la chaîne de l'attaquant, que l'on avait à peu près envisagé le périmètre de compromission qui était cantonné à cette fameuse ferme RDS, ils n'avaient pas réussi à aller plus loin, ils n'avaient pas réussi à élever leurs privilèges, et qu'on avait sous supervision quasiment 100% du parc, je dirais plutôt 90% si on veut être honnête, on pouvait justement rouvrir les accès à Internet au milieu du mois d'avril. Donc c'est-à-dire quasiment 1 mois après l'incident. Et est-ce que vous avez pu déterminer quels étaient les effets recherchés des attaquants ? Alors, on pense très probablement que c'était un groupe de ransomware qui était derrière et dont l'objectif final était effectivement de déployer un des ransomware les plus actifs sur le parc du CHU. Mais ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, j'ai la petite goutte sur le front qui me dit qu'on a senti... le vent du boulet. Le vent du boulet, pas très très loin. Ouais. Et donc, ça a été combien de jours sans Internet ? Alors, on a fonctionné avec en 3 grandes étapes. La première étape, c'était la coupure totale. Ensuite, au bout de 2 semaines, on a rouvert Internet, mais en liste blanche. Et c'est un enfer à gérer. Parce que effectivement, il a fallu ouvrir un canal pour que l'ensemble des services de soins fassent remonter toutes les listes blanches dont ils avaient besoin pour fonctionner. Alors, au début, 200, on envoie 300. Alors, en plus, chacune devait être un peu supervisée. Donc, je donnais un go, no go sur certaines. Alors, je vous passe toutes les messageries personnelles que les professionnels voulaient retrouver immédiatement. Les Gmail, les Hotmail, etc. Donc, ça, pour le coup, on avait refusé. Mais par contre, toutes les adresses URL
des métiers, on a dû les autoriser. Donc ça a fait plus de 800 règles qu'on a dû autoriser pendant 2 semaines pour justement superviser la reprise de l'activité d'Internet. Et puis au bout de 2 semaines, lorsqu'on avait considéré que nos mesures de remédiation étaient suffisamment fortes, notamment avec un audit de l'Active Directory de l'ANSSI qui était satisfaisant, plus justement les différentes mesures de remédiation qu'on avait pu mettre en place pendant le mois précédent, on a rouvert Internet le 13 avril pour justement de manière plus large, mais par contre de manière plus maîtrisée. Typiquement, au départ, tout le monde au CHU avait accès à Internet. Maintenant, on a juste cantonné aux comptes nominatifs, c'est-à-dire aux personnes physiques, pas les comptes génériques. Et bien en faisant cette action, je me suis rendu compte que les chirurgiens avaient besoin de Google pendant leurs opérations. Donc après, est-ce que c'est inquiétant ? Je ne pense pas. Mais on a dû justement... Ils n'ont pas besoin de ChatGPT. Voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être la prochaine étape. Mais en tout cas, voilà, on a dû réajuster un peu nos règles, justement pour se confronter à ces problématiques métiers que l'on ne connaissait pas. Mais voilà. Et donc, à partir globalement du 13 avril, on a réussi à retrouver un mode à peu près nominal. Et vis-à-vis de la presse, comment vous avez organisé votre communication ? Si tant est que vous avez eu envie de le faire, ou ça s'est passé comment ? Parce que effectivement, tu l'as dit, à un moment, ça se sait, les patients, le personnel à l'intérieur qui gueule, ce qu'on comprend tout à fait. Et comment ça sort ensuite de l'écosystème technique et légal, hein, sans rentrer dans celui-là, dans le dernier. Alors, c'est une bonne question, et tout de suite, la directrice de la communication du CHU a été mise dans la boucle pour que justement on puisse faire ce fameux premier communiqué de presse, alors qui a été plutôt porté par l'ARS au début, parce qu'il voulait justement maîtriser les éléments de langage à ce moment de la crise. On était le vendredi 10, donc c'était même pas 12 heures après. Et surtout parce que c'est l'ARS qui doit gérer les éventuelles bascules de patients si un établissement de santé n'est plus en capacité d'assurer l'offre de soins. Donc, il se trouve que nous, finalement, on était en capacité. C'est-à-dire que la directrice générale a décidé, dès le vendredi matin, de ne pas activer le plan blanc, parce que nos logiciels fonctionnaient en vase clos. On aurait eu un dossier patient dans le cloud, peut-être que ce serait passé différemment. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Donc, on n'avait pas forcément ce problème de bascule des patients. Donc, dès, je crois que c'était le lundi ou le mardi, avec la directrice de la communication, on a établi un véritable communiqué de presse sur où on était, ce que l'on allait mettre en place, pour que les médias locaux puissent se faire le relais, justement, des mesures à prendre. On ne peut pas envoyer de mail au CHU, on ne peut pas prendre de rendez-vous en ligne. Merci de vous déplacer, ou merci justement d'appeler tel numéro pour pouvoir savoir si le rendez-vous sera maintenu aussi. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui se posaient la question, est-ce que mon rendez-vous est maintenu malgré la cyberattaque ? Donc, voilà, on a essayé justement d'y répondre à travers un communiqué de presse qu'on a effectivement suivi de 2 autres communiqués de presse pour justement communiquer sur l'avancée des réouvertures de services. Et après, la presse est arrivée comme les vautours sur la carcasse. Alors, oui, au début, il a fallu un peu désamorcer certaines interprétations qui visaient à dire que le CHU était victime d'un rançongiciel, ce qui n'était pas le cas. Nos systèmes étaient opérants. Donc voilà, on a dû le rassurer. Mais une fois que ça s'était passé, finalement, la presse a plutôt été bienveillante et nous a plutôt aidés dans le fait de faire passer nos messages, et notamment de remercier les professionnels de santé qui ont quand même été, enfin moi je le souligne encore une fois, mais qui ont été qui ont accepté le fait qu'on pouvait être victime d'une cyberattaque et qu'il fallait fonctionner en mode dégradé pendant un certain temps. C'était une découverte pour beaucoup d'entre eux, de savoir que ça existait, ce type de problème ? Ou ils étaient quand même un peu sensibilisés Non, c'était une découverte. J'ai fait donc j'ai souhaité intervenir dans plusieurs commissions de l'établissement, donc soit auprès des médecins, auprès des cadres supérieurs, auprès des cadres, auprès des secrétaires médicales, etc., pour justement expliquer ce qu'il s'est passé et concrètement qu'il fallait comprendre ce que l'on avait vécu. Et aussi comprendre que ça allait prendre du temps. C'est-à-dire que c'est pas un incident, et puis que 48 heures plus tard, hop, on allait tout retrouver. Donc, je suis passé dans plusieurs commissions pour justement expliquer cela. Et le nombre de questions qui étaient effectivement, mais on ne pensait pas que ça allait nous concerner, on ne pensait pas que une usurpation d'identité, donc un login mot de passe, donc notre matricule et notre mot de passe associés à notre annuaire Windows, pouvait avoir des conséquences énormes en termes d'incidents. Tout ça, c'était des découvertes. Et la question qui revenait le plus souvent, c'est « est-ce que vous savez qui est derrière ?» Et donc, il a fallu trouver des éléments pour dire aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, on a ce fameux faisceau d'indices qui nous permet
d'avoir des premiers éléments, mais on ne saura jamais avec une extrême certitude qui est derrière l'attaque. Et ces faisceaux d'indices, qu'est-ce qu'ils tentent à montrer? Ces faisceaux d'indices, ils tentent à montrer des modes opératoires. Donc les faits. Non mais t'as vu la formule, hein. Donc ces faisceaux d'indices correspondraient en source ouverte à des attaquants venus de tel endroit. Voilà, c'est en source ouverte, hein, bien sûr. Ce qui était important pour moi, c'était aussi de faire comprendre que, à l'image d'un rançongiciel, c'est pas forcément la nationalité ou le groupe qui est derrière qui nous a compromis, qui nous a attaqués, mais plutôt le mode de fonctionnement avec les affiliés. Et de dire que l'attaquant peut se trouver, mais en France, ou dans un pays européen, et qu'on n'est pas forcément lié à certaines nationalités. Tu peux rappeler le principe de l'affilié, du groupe d'attaquants et des affiliés? Voilà. Donc le principe, c'est que un groupe d'attaquants va utiliser des outils, ou alors les façonner, et ensuite il va les mettre à disposition d'affiliés, qui sont eux des attaquants qui vont acheter souvent des credentials, enfin des identifiants mots de passe qui ont été volés, qu'ils vont trouver sur le darknet, et qui vont essayer d'utiliser ces identifiants mots de passe-là avec les outils qu'ils ont soit façonnés qu'ils réutilisent pour faire des compromissions de victimes et essayer de toucher une rançon. Et sur cette rançon-là, il y a une certaine quote-part qui va à l'affilié, donc celui qui a réalisé l'attaque, et une autre quote-part qui va au groupe d'attaquants qui a affilié la personne. Voilà, donc il a fallu expliciter ce principe et donc ne pas pointer du doigt trop vite certains pays, certains groupes qui n'ont absolument rien à voir avec cet incident. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est l'étape judiciaire où vous portez plainte et ensuite ça suit son cours? Alors on a porté plainte dès le lendemain, donc dès le vendredi. Ensuite, le parquet J3, spécialisé sur les affaires de système de traitement automatisé de données, a donc été saisi et donc conduit l'enquête. J'ai été amené à les mettre en relation avec notre prestataire de réponse à incident pour qu'ils puissent échanger sur les différents éléments trouvés lors des investigations numériques. Et après un incident comme ça, est-ce qu'on arrive à dormir? Alors, clairement, sur un ressenti tout à fait personnel, les premières semaines, il y a une sorte d'adrénaline qui fait qu'on dort très très peu et qu'on veut absolument savoir, qu'on veut absolument creuser soi-même. Moi, je sais pas combien de lignes de log j'ai dû regarder en même temps en me disant est-ce qu'on peut recouper tel événement, etc. Donc, pendant les 2 premières semaines, il y a une sorte l'adrénaline fait qu'on tient. Et puis au bout de 2 semaines, là, tout d'un coup, ça commence à tomber. Et c'est bizarre, c'est au même moment où vous avez tous les professionnels qui disent ça fait 2 semaines qu'on fonctionne en mode dégradé, là si on pouvait repartir ce serait bien. Et donc vous avez une sorte de pression du métier qui arrive, et vous l'adrénaline qui commence un peu à partir, et on sent le contre-coup de la fatigue qui commence à arriver. Ça n'a pas été des moments faciles, et oui, dans ce cas-là il faut avoir une sorte faut vraiment avoir une sorte d'hygiène qui fait qu'on doit bien dormir, parce que sinon après on devient irritable et on prend probablement des mauvaises décisions. Souvenir d'une question qui m'avait perturbé au bout de 3 semaines en disant puisque les mails du CHU sont pas sécurisés, est-ce que je peux tout rebasculer sur le mail de l'université avec données de santé, etc. Là, c'était compliqué à gérer. Et qu'est-ce que tu aurais bien aimé savoir que tu as appris cette attaque avant qu'elle ne survienne, bien sûr? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Je pense que j'aurais aimé savoir que l'EDR n'était pas déployé sur cette ferme RDS, alors que je pensais que c'était le cas. Je pense que j'aurais aimé aussi comprendre certaines choses. Alors, un truc tout bête, mais les systèmes de communication comme Cobalt Strike et système BC qui avaient été utilisés chez nous fonctionnent avec des ports particuliers. Je pense que j'aurais aimé le savoir aussi pour mettre en place des mesures de sécurité qui m'auraient permis peut-être de les détecter plus rapidement. Voilà, je pense que j'aurais aimé anticiper ce type de menace, et chose que j'ai pas fait. Et les relations avec le métier post-incident? Très bien. Je pense que ça a été un des aspects assez positifs de cette attaque, c'est que derrière, ils ont compris qu'aujourd'hui, le numérique adossait leur métier à quasiment à 100%, et que on ne peut pas délaisser le numérique dans un établissement de santé aujourd'hui. On sait que eux, ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre des chances pour les patients.
si les données sont altérées ou ne sont pas disponibles en temps réel, ça peut faire perdre des chances pour les patients. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on l'a bien compris, qu'on a saisi le risque, et que maintenant, lorsqu'on parle de double authentification par les fameuses cartes CPS, cartes de professionnels de santé, qui sont des cartes à puce, ou avec d'autres mécanismes, eh bien, les professionnels de santé sont beaucoup plus à l'écoute de ce type de nouvelles pratiques pour eux que si ça n'avait pas été le cas. Et puis après, ils ont aussi découvert, pour certains, qu'il y avait un RSSI dans un établissement hospitalier, ce qui n'est pas anodin. Et une fois qu'on a le RSSI qui a pris la charge utile, si j'ose dire, en temps réel et qui poursuit, après on prend son bâton de pèlerin et on va voir tous les GHT avec ses copains de l'ANSSI pour essayer d'évangéliser tout le monde? Ou ça se fait tout seul? Non, c'est effectivement quelque chose qu'on met en place. On a chance en région Bretagne d'avoir un réseau de RSSI assez soudé. On se voit très régulièrement, quasiment une fois tous les 2-3 mois. Donc on fait souvent des retours d'expérience, puisqu'on est pas mal dans la région à avoir été touché un petit peu ou très profondément par une cyberattaque. Donc justement, on échange beaucoup sur nos retours d'expérience, sur la façon aussi de gérer une crise cyber dans un établissement de santé, ce qui n'est pas forcément facile lorsqu'on a cet aspect un peu bicéphale d'un établissement de santé où on a le corps médical avec la commission médicale d'établissement et puis le corps administratif avec la direction générale qui chapeaute un peu le tout. Et donc, on échange beaucoup aussi sur nos processus et je pense qu'il n'y a rien encore de vraiment trop de gravé dans le marbre et qu'on évolue tous en fonction des différents retours qu'on est amené à faire. Et si tu devais donner quelques conseils justement à des RSSI donc qui ne sont pas en Bretagne, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que je leur dirais de garder la tête froide lorsqu'on a un incident de cybersécurité le plus tôt possible, parce que derrière, on va avoir un tsunami de questions sur justement le lien avec les données de santé, est-ce que l'offre de soins peut être assurée, etc. Et donc, d'aller voir la direction générale, si ce n'est pas déjà fait, je sais que dans de plus en plus d'établissements de santé, c'est le cas, pour justement parler de ce risque numérique, aussi les mettre en place dans un plan blanc numérique. Il y a un modèle de plan blanc numérique qui vient de sortir, ou plutôt qui est sorti par la Direction générale de l'offre de soins, et pour lequel on doit justement établir nos propres procédures de gestion de crise. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la maîtrise du système d'information. Quand je suis arrivé au CHU de Brest, il y avait quasiment pas de cartographie des systèmes d'information, il n'y avait pas de cartographie des outils de détection qui pouvaient être mis en œuvre. On utilisait les outils de sécurité de manière assez spartiate, et avec l'aide de la DSI, notamment des administrateurs réseau, des administrateurs système, on a pu justement développer cette détection, ces capacités de détection au sein du système d'information et faire que justement ce soit le plus exhaustif possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que le blind spot, que l'angle mort sur lequel justement on n'a pas cette visibilité-là et par lequel vont passer la plupart du temps les attaquants. Eh bien, merci Jean-Sylvain. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose en mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'une crise, ça se prépare. Alors, on a beau s'y préparer, de toute façon, il y aura de l'inconnu, mais voilà, c'est... Ouais, si je puis me permettre une remarque quand même, c'est que dans votre malheur à Brest, vous avez une chance, c'est que vous êtes dans le périmètre de l'ANSSI. Ça n'est pas toi qui diras à quel titre, donc je ne pose même pas la question, je pense qu'on est nombreux à avoir compris, ok. Mais c'est sûr que même quand on a fait les efforts de se structurer correctement, c'est assez pratique d'avoir une autorité de contrôle qui a la capacité justement à prévenir, à prendre la main et à accompagner. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas de grand monde en France, quoi. Alors, je rassure tout le monde, moi j'ai eu des témoignages de gens qui ne sont pas dans le périmètre de la dite agence et qui ont quand même été prévenus. Et c'est sûr que pour nous ça a été une aide phénoménale et qu'on en est très reconnaissant parce que moi je ne savais pas que par exemple on avait des agents qui étaient en capacité, donc de l'ANSSI, qui étaient en capacité de nous aider jusqu'à 3h du matin à durcir un Active Directory. Là pour moi c'était une découverte. Et ça nous a beaucoup rassurés dans la capacité, dans notre capacité à renforcer le cœur critique de notre centre hospitalier. Et il faut bien comprendre que ça a aussi rassuré les administrateurs système du CHU, pas que le RSSI. Il y avait la DSI aussi qui était derrière et qui était rassurée d'avoir l'agence nationale qui justement les épaulait. Alors, Jean-Sylvain, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui.
je pense qu'on pourrait imaginer le mot de la fin par cette citation qui était se préparer au pire, espérer le meilleur et prendre ce qui vient. Parce qu'aujourd'hui, on a beau se préparer, il y a toujours de l'inconnu, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un esprit préparé à ce type de crise. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté ton témoignage. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.